Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, la transmission vitale n'est pas une simple passation de relais, telle qu'on peut le voir dans les entreprises lorsque, par exemple, un chef de service quitte son poste pour être remplacé par un autre. Il y a là la relation de maître à disciple par le biais de laquelle le maître, le Bouddha, transmet non seulement la doctrine à son disciple, mais également tous les arcanes des rituels ainsi que sa propre manière de vivre dont le disciple s'imprègne corps et âme. Nichiren Daishonin ayant choisi le seul Nikko Shonin pour lui succéder, il est naturel que Nikko Shonin ait perpétué l'enseignement de Nichiren Daishonin à travers son courant, devenu aujourd'hui la Nichiren Shoshu. Les autres courants n'ont donc pas lieu d'être. Pourtant, leurs fondateurs, voulant survivre malgré tout, s'agitent et se débattent comme des poissons hors de l'eau. Étant toutefois complètement éloignés de la véritable doctrine de Nichiren Daishonin, ils proposent ce que l'on voit encore aujourd'hui, c'est-à-dire n'importe quoi. Mais quelle est cette véritable doctrine de Nichiren Daishonin, cette doctrine qui lui est propre et que personne d'autre que Nikko Shonin et ses successeurs n'a comprise? Nichiren Daishonin l'a définie on ne peut plus clairement dans la lettre à Jonin, le Jonin-sho, écrite le 1er octobre 1278. Dans l'ensemble, vous devriez garder à l'esprit ce qui suit. En opposant le Sutra du Lotus aux enseignements antérieurs et en évaluant leur supériorité et leur profondeur relative, la comparaison entre les enseignements qui se trouvent encore dans une certaine dimension et ceux qui s'étendent au-delà peut être effectuée à 3 niveaux. L'enseignement de Nichiren représente la 3e doctrine. Si la première et la 2e doctrine ont été évoquées dans le monde de manière assez vague, comme dans un rêve, la 3e n'a jamais été évoquée. Bien que Tendai, Miaolo et Dengyo l'aient expliquée dans une certaine mesure, ils ne l'ont pas entièrement clarifiée. En fin de compte, ils l'ont laissé pour l'instant présent, la fin du Dharma. C'est l'époque que l'on appelle la 5e période de 500 ans. On ne saurait être plus clair, et pourtant aucun courant soi-disant nichiréniste ne tient compte de cette précieuse information, reléguant l'enseignement de Nichiren Daishonin à une sorte de sous-tendai, ce qui nous conforte dans l'importance de la transmission vitale car seul Nikko Shonin et ses successeurs ont compris, commenté et fait vivre la véritable doctrine de Nichiren Daishonin, la fameuse 3e doctrine. Mais qu'est-ce que la 3e doctrine? En ce qui concerne cette 3e doctrine, les disciples de Nichiren autres que Nikko Shonin ont généralement confondu les 3 sortes d'aspects de l'enseignement du Tendai que nous avons déjà étudiés au chapitre 14 avec les 3 doctrines proposées par Nichiren Daishonin. Ils pensent en effet que le premier enseignement de Tendai, l'aspect de la fusion ou de la non-fusion avec la nature et les racines, est la première doctrine de Nichiren Daishonin, que le 2e enseignement de Tendai, l'aspect continu ou non continu de l'enseignement, est la 2e doctrine de Nichiren Daishonin, et que le 3e enseignement de Tendai, l'aspect éloigné proche et non éloigné proche du maître et des disciples, est la 3e doctrine de Nichiren Daishonin. Or, il n'en est rien. Il faut d'abord savoir qu'en fait, les 3 doctrines de Nichiren Daishonin sont les 3 dernières comparaisons qu'il opère dans le traité qui ouvre les yeux. La comparaison entre les sutras circonstanciels et le sutra du lotus, première doctrine. La comparaison entre la doctrine éphémère et la doctrine originelle du sutra du lotus, 2e doctrine. Et la comparaison entre la doctrine originelle au niveau des phrases qui s'avère révéler le bienfait de la récolte et le profond des phrases qui révèlent le bienfait de l'ensemencement de la même doctrine originelle du Sutra du Lotus, 3e doctrine. Dans l'extrait de la lettre à Jonin cité précédemment, il convient de prêter attention aux 2 expressions
les enseignements qui se trouvent encore dans une certaine dimension, qu'on pourrait retraduire de manière plus synthétique par enseignement dimensionnel, ce qui soulève l'idée que ces enseignements sont situés dans une certaine dimension spécifique, limitée, et ceux qui s'étendent au-delà, qu'on peut également synthétiser par enseignement transcendant, terme qui suggère que les enseignements en question ont une portée plus large et atteignent des dimensions plus profondes que les précédents. En l'occurrence, Nichikan Shonin, le 26e grand patriarche de la Nichiren Shoshu, commentant les trois doctrines de Nichiren Daishonin, a écrit dans son exégèse du traité sur l'objet de vénération: pour expliquer simplement, je dirais que premièrement, les enseignements antérieurs au lotus restent encore dans une certaine dimension, tandis que la doctrine éphémère du lotus s'étend au-delà. Telle est la doctrine de la comparaison entre le circonstanciel et le véritable. Deuxièmement, la doctrine éphémère reste encore dans une certaine dimension, tandis que la doctrine originelle s'étend au-delà. Telle est la doctrine de la comparaison entre l'éphémère et l'originel. Troisièmement, le bienfait de la récolte reste encore dans une certaine dimension, tandis que le bienfait de l'ensemencement s'étend au-delà. Telle est la doctrine de la comparaison entre la récolte et l'ensemencement, ce que l'on nomme les trois aspects doctrinaux de l'ensemencement. À l'observation des trois sortes d'aspects de l'enseignement du Tendai, on s'aperçoit que ces deux premiers aspects correspondent au premier aspect doctrinal de notre école, tandis que le troisième aspect doctrinal du Tendai, l'aspect éloigné proche et non éloigné proche du maître et des disciples, correspond au deuxième aspect doctrinal de notre école. En ajoutant la comparaison entre la récolte et l'ensemencement, on obtient les trois aspects doctrinaux de notre école. Ceux des différents courants ne connaissent pas cette logique et interprètent simplement la troisième doctrine du Tendai comme étant la troisième doctrine de notre fondateur Nichiren. On peut ainsi établir le tableau suivant. Nichiren Daishonin, pour sa part, écrit dans les 10 mondes de Dharma: lorsque l'on examine l'intégralité des saints enseignements donnés par le Bouddha au cours de sa vie, selon la signification de la contemplation du cœur de la doctrine originelle du Sutra du Lotus, il apparaît aussi clair que de prendre un Anlaka et de le présenter dans la paume de sa main. Pour quelle raison? C'est parce que lorsque le grand enseignement de la doctrine éphémère se produit, les grands enseignements des sutras antérieurs disparaissent. Lorsque le grand enseignement de la doctrine originelle se produit, le grand enseignement de la doctrine éphémère et ceux des sutras antérieurs disparaissent. Et lorsque le grand enseignement de la contemplation du cœur se produit, les grands enseignements de la doctrine originelle, de la doctrine éphémère, comme ceux des sutras antérieurs, disparaissent tous. Ainsi, partant du superficiel pour parvenir au profond, l'illusion se transforme progressivement. J'ouvre une parenthèse pour expliquer que le mot Anlaka désigne un fruit dont le nom est la transcription phonétique du mot sanskrit Amra. Il est également appelé Amra ou Ammora, en référence au manguier. Dans le Yangxiong Yinyi, le fruit est utilisé à la fois comme aliment et comme médicament. Comme il est dit, le fruit est comme une noix, son goût est aigre-doux et il peut être utilisé à des fins médicinales. Nichiren Daishonin montre ici le grand enseignement de la contemplation du cœur en répartissant les enseignements sacrés donnés par le Bouddha au cours de sa vie en enseignements dimensionnels et enseignements transcendants, partant du superficiel pour arriver au profond. Concernant l'expression « contemplation du cœur » utilisée ici, Nichikan Shonin précise dans son exégèse du traité sur le Honzon de l'observation du cœur: la doctrine de l'ensemencement au profond des phrases est appelée contemplation du cœur. Il ajoute: le sutra du lotus de la contemplation du cœur n'est autre que le sutra du lotus de l'ensemencement au profond des phrases. Nichiren Daishonin utilisa
plusieurs méthodes pour démontrer où se situait sa doctrine, la troisième doctrine, et quelle était sa valeur. Dans tous les cas, il apparaît qu'elle représente la finalité de tout le bouddhisme. Pour cela, il utilisa, par exemple, les 5 suites de comparaison dans le traité qui ouvre les yeux que nous avons déjà vu, les 5 niveaux de 3 degrés dans le traité sur le Onzon de l'observation du cœur que nous verrons plus tard, et les 4 adoptions et rejets que nous avons ici dans le traité sur les 10 mondes de Dharma. La signification des 4 adoptions et rejets du traité sur les 10 mondes de Dharma est que le grand enseignement de la contemplation du cœur n'est autre que la troisième doctrine de Nichiren Daishonin. En ce sens, Nichikan Shonin écrit dans son traité sur les 3 transmissions secrètes: les sutras enseignés tout au long de la vie du Bouddha sont de 4 sortes: antérieurs au sutra du lotus, la doctrine éphémère, la doctrine originelle et le profond des phrases. Il existe une transmission secrète pour les 3 véhicules concernant ces 4 sortes. En effet, les sutras antérieurs ne révélant pas encore une pensée 3000, ils restent encore dans une certaine dimension. Comparativement, la doctrine éphémère révèle une pensée 3000. C'est pourquoi elle s'étend au-delà. Telle est la première doctrine de Nichiren Daishonin, la comparaison entre le circonstanciel et le véritable. Ensuite, bien que la doctrine éphémère révèle une pensée 3000, le Bouddha n'ayant pas encore abandonné son aspect éphémère pour révéler sa nature véritable, il ne s'agit pas là de la véritable doctrine d'une pensée 3000. C'est pourquoi elle reste encore dans une certaine dimension. Comparativement, la doctrine originelle révèle la véritable doctrine d'une pensée 3000 par le biais de la présence mutuelle des 10 mondes, 100 mondes et 1000 ainsi. C'est pourquoi elle s'étend au-delà. Telle est la deuxième doctrine de Nichiren Daishonin, la comparaison entre la doctrine éphémère et la doctrine originelle du lotus. Enfin, bien que la doctrine originelle au niveau des phrases révèle le bienfait de la récolte et la véritable doctrine d'une pensée 3000, il ne s'agit encore là que de l'aspect doctrinal théorique, autrement dit de l'éphémère au sein de l'originel. C'est donc seulement le principe d'une pensée 3000, et c'est pourquoi elle reste encore dans une certaine dimension. Seule l'unique doctrine originelle de l'ensemencement au profond des phrases s'étend au-delà. Elle est la troisième doctrine de Nichiren Daishonin, la comparaison entre la récolte et l'ensemencement. Si les érudits apprenaient cela, les mérites et les démérites des 50 années de prêche du Bouddha et l'intention originale des quelques 40 écrits de notre fondateur Nichiren deviendraient aussi clairs pour eux qu'un fruit posé sur la paume de leurs mains. Telle est la signification de la troisième doctrine de Nichiren Daishonin. Bien, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que c'est assez dense. Dans la deuxième partie de ce chapitre, qui ne saurait tarder, nous étudierons ensemble les 3 bienfaits de l'ensemencement, de la maturation et de la récolte. Merci.